Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 15 janvier. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Le centre hospitalier Princesse Grace a organisé aujourd'hui sa traditionnelle cérémonie des vœux en présence du prince souverain. Nous reviendrons sur cette initiative d'un salon de tatouage de Monaco qui a souhaité apporter son soutien au centre de lutte et de recherche contre le cancer Antoine Lacassagne tout au long du mois de janvier. À quelques jours du début du Festival international du cirque de Monte-Carlo, nous vous amènerons dans les allées de la ménagerie. Au programme également de ce journal du sport avec les enjeux du derby Monaco-Nice qui se déroulera mercredi. En basket, les joueurs de la Roca Team sont en déplacement à Belgrade ce mardi soir pour le 3e match de sa poule en top 16. Et nous refermerons cette édition avec notre Focus Info de ce mardi consacré à la collection de poupées anciennes Galéa. Direction le centre hospitalier Princesse Grace pour débuter ce journal. En ce mardi 15 janvier, les professionnels de santé se sont réunis pour leur traditionnelle cérémonie des vœux. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du prince souverain. Le reportage de Fabien Bonilla. C'est le grand rendez-vous annuel au centre hospitalier Princesse Grace. Médecins, infirmiers, aides-soignants, le corps médical se retrouve pour la présentation des vœux du directeur du CHPG en présence du souverain et de nombreuses personnalités. Dans son discours, Benoît de Sévelinge a effectué le bilan de l'année 2018, à savoir que la plupart des services de médecine ont connu des taux d'occupation supérieurs à 90%. Plus de 80 000 patients sont venus se faire soigner au moins une fois au CHPG en 2018. 2018 a été une année un petit peu particulière puisque on est arrivé au bout d'un cycle et on en a repris un. Alors pas seulement parce qu'on a changé de directeur en ma personne, mais aussi parce que dans les différentes tendances, on est arrivé à une limite. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on peut dire que les capacités d'hospitalisation du CHPG sont pleinement utilisées. Donc là, on est sur une période où on va rechercher en tout cas de nouvelles sources d'activité, de nouvelles sources de recettes. On essaye de partir dans des nouvelles techniques innovantes. Donc en quelques mots, j'essaie de vous dresser le tableau d'un hôpital qui est en mutation, qui a passé un seuil, qui passe sur une nouvelle évolution, mais qui le fait, c'est préparé. Disons que c'est une évolution qui est tendancielle, avec quelques ruptures qui sont les lancements de projets, forcément, mais les choses se font dans un certain consensus, dans une certaine tranquillité. Toujours concernant le bilan de l'année écoulée, 99,8% des patients considèrent que les soins qui leur ont été prodigués sont bons, très bons, voire excellents. 92% des patients sont satisfaits de leur séjour et 98% recommanderaient l'établissement à leurs proches. Le CHPG, c'est quand même 2800 salariés. Sur la principauté, c'est pas rien. Et on est reconnu par tous, en tout cas par tous ceux qui ont une expérience hospitalière, comme un lieu d'excellence des soins. Ça on le savait, mais aussi de la prise en charge. Et je voulais souligner l'implication du personnel, la bienveillance de ce personnel qui fait qu'à tout niveau, l'ouvrier, l'infirmier, l'aide-soignant, la secrétaire, le médecin bien évidemment, vont chercher le bien-être du patient avant tout. Et ça, on a une chance, c'est d'avoir ce personnel exceptionnel. Côté projets et travaux en 2019, la mise en service du centre de transfusion sanguine et du nouveau centre de prélèvement du laboratoire dès le mois prochain. Le service d'imagerie devrait bénéficier avant l'été d'une toute nouvelle salle de radiologie interventionnelle qui permettra au CHPG de développer de nouvelles techniques de prise en charge. L'année 2019 sera également marquée par une évolution et une extension du service de médecine nucléaire qui permettra de prendre en charge de nouvelles pathologies. Et enfin, 2019 sera l'année du numérique avec la refonte globale du système d'information, un projet baptisé ICHPG. Alors que la journée mondiale de lutte contre le cancer aura lieu le 4 février prochain, un salon de tatouage de la Principauté a eu l'idée d'un beau projet, se faire tatouer pour la bonne cause. Plus de précisions dans ce reportage. C'est une idée originale et altruiste que propose ce salon de tatouage monégasque jusqu'au 3 février. Le principe de l'opération « Votre soutien avec un point » est simple, se faire tatouer un point pour la somme de 50 €. L'intégralité de ce montant est ensuite reversée au Centre de lutte et de recherche contre le cancer Antoine Lacassagne à Nice.
Tous les ans, on essaye un petit peu de reverser à une association un petit quelque chose. On essaye de faire avec nos moyens. On est une petite entreprise, mais bon, on essaye. Et c'est vrai que le cancer, c'est une cause qui nous tient à cœur. C'est une cause qui touche tout le monde. L'idée du petit point, c'était pour que ça soit plus facile, que toute clientèle puisse venir, aussi bien les jeunes que des personnes plus âgées. On a eu des jeunes de 18 ans, des personnes de 70 ans, même plus, qui sont venus se faire tatouer. Le point, c'est discret, on peut le cacher, on peut le faire en blanc, on peut le faire en noir. Donc voilà, c'était pour justement pouvoir toucher un public large. Et ce jour-là, des joueurs de la Roca Team étaient présents. Ils ont voulu jouer le jeu, touchés par cette noble cause. I wanted to support, and I mean, many people don't know. Like my grandmother, she had breast cancer, so I wanted to come and show my support. Après 15 jours, plus de 3 000 € ont déjà été récoltés. Ces fonds seront employés dans des projets du centre. C'est un projet qui permet d'améliorer la qualité de vie des patients sur la chirurgie du cancer du sein, qui est actuellement menée uniquement au centre et qu'on aimerait pouvoir ouvrir à d'autres centres. Donc ça demande beaucoup de personnel, des déplacements, pour pouvoir assurer les contrôles qualité de l'étude, donc du financement. La recherche sur les cancers a beaucoup évolué ces dernières années et ses progrès s'accélèrent. Aujourd'hui, sur plus de 355 000 nouveaux cas annuels recensés en France, un cancer sur 2 est guéri, grâce notamment au progrès de la recherche. Même si ça évolue à bas bruit, même si ça ne se voit pas, tout n'est pas médiatisable, mais il faut savoir qu'il y a une évolution permanente. On avance dans les types de traitements, on avance dans les façons de prendre en charge les patients. Donc en fait, on évolue, on s'améliore, on améliore les conditions, la qualité et la durée de vie avec le cancer. Tout le monde peut participer à cette opération, seule condition, être majeur. Et si toutefois l'aiguille vous fait peur, les dons sont tout de même les bienvenus. L'opération se poursuit jusqu'au 3 février, veille de la journée mondiale contre le cancer. Et ce 3 février, justement, une journée flash sera organisée. Tous les tatouages réalisés dans le salon ce jour-là seront faits intégralement au bénéfice du centre La Cassagne. D'ici quelques jours, le Festival international du cirque de Monte-Carlo ouvrira ses portes. Les animaux sont d'ores et déjà arrivés en principauté. La ménagerie attire toujours autant les enfants et leurs parents. Et après la polémique autour des animaux de cirque, Christina Thomel est partie à la rencontre de ces familles de circassiens pour recueillir leurs ressentis. Regardez son reportage. Elles ont voué leur vie au cirque et plus particulièrement à leurs animaux. Plus qu'un métier, une véritable passion, bien souvent transmise de génération en génération. Après son père et son grand-père, Joy Gartner a toujours partagé sa vie avec les éléphants, qu'il considère comme des membres à part entière de sa famille. On peut dire qu'eux sont levés nous. Parce que moi je suis né, que mon père il avait déjà des éléphants et ça continue la tradition de famille. L'éléphant, le caractère le plus similaire qu'il a, c'est le chien. Ça veut dire, le chien, quand il s'attache à son maître, il est toujours content qu'il vienne, toujours comme ça. Et l'éléphant, c'est comme le chien. Quand il s'attache à une personne, oh, il va manger ma main. Et il s'attache après cette personne et c'est fini. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique sur les animaux dans le cirque qu'il y a actuellement? C'est la mode. C'est la mode. Les gens ne savent pas ce qu'ils parlent. Parce que si vous parlez avec une vétérinaire qui est spécialisée en éléphant, il dit, quand on va au cirque, on peut tout faire ce qu'on veut à l'éléphant, il n'y a aucun problème. Juste parce que chez nous, ils sont éduqués. Alors ça, c'est une mode, c'est venu une mode que les politiciens, tout le monde, ils disent « Ah, les pauvres bêtes, les pauvres bêtes ». Pourquoi pauvres bêtes? La terre, il est fait aussi pour eux, pas que pour nous. En Inde, vous savez dans l'année combien d'éléphants ils tuent? 1000 éléphants. Alors, qu'est-ce qu'il a de mal? C'est là des gens, ils soignent des animaux. Et après, s'ils vont interdire les cirques avec les animaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les centres équestres, les ça, après. Moi, je trouve que c'est quelqu'un, il adore travailler avec les animaux, qu'est-ce qu'il a de mal? Vous les aimez, vos animaux? Ben, c'est notre vie. Regardez où est ma caravane, regardez où ils sont mes bêtes. Et c'est pas que moi, c'est de toute la famille, on est constamment avec eux. La nuit, le jour, on habite avec eux. Nous nous rendons du côté des fauves, où 26 animaux vivent en communauté, tous élevés au biberon par Martin Lassie, le grand dresseur de fauves au monde. Ils partagent ensemble une relation très complice, emplie de respect et d'amour. Ce sont mes bébés. Vous savez, nous sommes la 23e génération dans ma famille à nous occuper de fauves. Comment vous les avez éduqués, comme des bébés?
Pour tous les animaux, c'est la même chose. Chien, chat, lion, éléphant, c'est la même chose. Beaucoup de temps, beaucoup de patience, de l'attention et pour eux de la viande. Et quelle relation entretenez-vous avec eux? Nous sommes une famille, ils m'ont accepté dans leur groupe, c'est pourquoi ils font ce que je leur demande. Je suis pour eux un lion rigolo qu'ils ont adopté. Qu'est-ce que vous pensez de la controverse qui sévit actuellement dans le monde du cirque? Nous sommes à Monaco ici, le bien-être des animaux est respecté. Ceux qui défendent les droits des animaux vont trop loin. Nous avons fait de nombreuses études sur le comportement des animaux dans le cirque. Et ce qui en ressort, c'est qu'ils sont très heureux dans cet univers. Le public n'est pas assez informé sur le bien-être des animaux dans le cirque. Mais croyez-moi, j'aime mes animaux et je réponds à tous leurs besoins. Et inversement, mes animaux me donnent tout ce dont j'ai besoin. Vous savez, comme pour tout, il y a des cirques très bien, il y en a des mauvais. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Nous avons aussi beaucoup évolué ces 50 dernières années. Tous les animaux qui travaillent dans des spectacles ne sont pas là pour faire les clowns. Nous montrons au public la beauté des mouvements des animaux. Qu'est-ce que les animaux savent faire? Nous dévoilons leur potentiel. Je vous assure, cela amuse les animaux de travailler avec nous. Mon public le réalise à travers mes shows. Pour ce 43e festival, ce sont 13 lionnes et lions, 12 lionnes et lions blancs, un tigre blanc et une tigresse golden, ainsi que 4 éléphantes asiatiques qui éblouiront les spectateurs par leur prouesse. Mais en attendant, la ménagerie du cirque vous attend tous les jours derrière le chapiteau de Fontvieille. Un mot de football à présent. Mercredi soir, l'AS Monaco reçoit l'OGC Nice pour le derby de la Côte d'Azur. Un match en retard de la 17e journée de Ligue 1. Après son match nul face à l'Olympique de Marseille, comment le club de la Principauté aborde-t-il cette rencontre? Élément de réponse avec Émilie Rousseau. C'est assurément un match que les supporters ne manqueraient pour rien au monde. AS Monaco OGC Nice aurait dû initialement se jouer le 7 décembre, mais il a finalement lieu ce mercredi au stade Louis II, dans un contexte particulier. Alors que les Aiglons sont dans la tourmente après le départ précipité de leur président et de leur directeur général, l'AS Monaco est quant à elle toujours relégable, 19e avec 14 points. Ce match est important pour les supporters, que ce soit pour nous ou les Niçois. Donc voilà, ce serait bien de pouvoir enfin gagner ce premier match à la maison au championnat contre Nice. C'est vrai que la manière en ce moment est un peu mieux. Mais bon, c'est un derby reste un derby, peu importe comment ça se termine. Du moment que à la fin, il y a une victoire, c'est le plus important. Et donc voilà, j'avais dit à l'époque du match, justement, qui a été reporté, on a tous en mémoire les mauvais moments passés où les Niçois sont venus faire un coup ici. Donc j'espère que ça ne va pas être la même chose. L'objectif est donc clair pour les Monégasques, gagner pour la première fois de la saison à la maison en championnat. Comme vous l'avez dit mercredi face à Nice, cela serait une bonne occasion pour gagner pour la première fois au stade Louis II, notamment pour nos supporters. Cela serait particulier pour nous aussi. Depuis la reprise, l'AS Monaco montre un tout autre visage et l'apport des nouvelles recrues a été bénéfique. Preuve en est, le match nul face à l'Olympique de Marseille. Mais face à Nice, Thierry Henry ne pourra pas compter sur Fabregas, Ballo-Touré et Naldo à cause du règlement de la LFP. Naldo va nous manquer contre Nice, Cesc ne sera pas là aussi. Donc voilà, on a joué sans Cesc aussi contre Rennes, on a pu produire du jeu. Donc voilà, il va falloir essayer de terminer certaines actions qu'on arrive à faire, que ce soit dans notre jeu ou en contre. Donc voilà, faut voir. AS Monaco OGC Nice, match en retard de la 17e journée de Ligue 1. C'est mercredi à 19h au stade Louis II. Du côté du basket, la Roca Team est de retour à Belgrade et affronte mardi soir le Partizan Belgrade à l'occasion du 3e match de sa poule en top 16. Frédéric Elion et Thomas Deus sont sur place. Il y a des endroits qui rappellent de bons souvenirs, des lieux où l'on prend plaisir à revenir. À Belgrade, il y a 2 mois, la Roca Team avait livré un match référence face à l'Étoile Rouge, s'imposant largement 91-75 et prenant au passage les commandes de la poule. Un fauteuil de leader qu'elle ne lâchera plus jusqu'à la fin de la saison régulière.
Mardi soir, les Monégasques affrontent l'autre équipe de la capitale serbe, le Partizan Belgrade, dans le rentre de la Hala Pionir que l'on annonce à guichet fermé. Une formation qui avait terminé 3e d'une poule dominée par l'Asvel, avec étonnamment un bilan négatif, 4 victoires et 6 défaites, mais attention aux chiffres. Il y a gros danger parce que en plus ils sont renforcés avec l'arrivée d'un gros meneur CV Euroleague. Donc voilà, sur ce qu'on a vu, ils jouent beaucoup mieux avec lui. Du coup, ça va être un match vraiment compliqué. Et puis voilà, comme j'ai pu le dire juste avant, là, je pense que la salle elle va être vraiment remplie et ça va faire beaucoup plus de bruit que n'a pu le faire le Red Star. Le destin nous ramène à Belgrade pour jouer le Partizan cette fois-ci. Ils ont un grand coach, Andrea Trinchieri. On a de bons souvenirs ici avec notre victoire contre l'Étoile Rouge. On doit respecter le Partizan qui a bâti une nouvelle équipe depuis l'arrivée du coach. Il joue un très bon basket et la salle sera pleine. Après 2 matchs en top 16, les 4 équipes de la poule, Monaco, Belgrade, Berlin et Vilnius sont à égalité avec une victoire et une défaite. Pour espérer décrocher la qualification pour les quarts de finale, la Roca Team devra faire un coup à l'extérieur. Pourquoi pas dès mardi soir à Belgrade. Dans un groupe de 4, il n'y a que 6 matchs, donc gagner à l'extérieur est très important. La différence de points sera aussi primordiale. Si on gagne, ce sera très bien. Il faudra aller chercher le plus gros écart possible. Mais si on perd, il faudra essayer de limiter la casse. Un exploit à l'extérieur pourrait mettre n'importe quelle équipe en très bonne voie pour la suite des choses. Donc c'est vachement intéressant de venir ici maintenant parce qu'il y a un coup à faire. Ils ne sont pas non plus rodés, ils ne sont pas imbattables, donc il y a quelque chose à faire, ça ne va pas être évident forcément. Mais à côté de ça, si on a le malheur de ne pas faire un grand match, tout ne sera pas perdu. Donc voilà, je pense qu'on a moins de pression qu'eux, ils en auront demain par rapport à ça. Le contexte, je pense que la balle est plus dans leur camp que dans le nôtre. Ils sont plus dans l'obligation de gagner que nous, parce que si nous on gagne, après il faudra toujours les battre à la maison. Mais voilà, on aura fait un bon pas en avant. Côté serbe, attention au nouveau meneur Alex Renfro, au shooter Vanja Marinkovic, à l'intérieur Jock Landale, 7e meilleur rebondeur de la compétition, et à Banjassi, le frère d'Amara, toujours absent côté Roca Team, et Yakuba Ouattara, malade, ne s'est pas entraîné. Le nouveau musée national de Monaco s'est lancé dans une opération délicate, la restauration des poupées de la collection Galea afin de mieux la conserver. Mais quelle est l'histoire de cette collection et son importance? Découvrez-le dans ce Focus Info signé Christine Datomel. Il s'agit de la plus ancienne collection du nouveau musée national de Monaco. Stocké en réserve, le fonds de poupées et automates, dont de Madeleine de Galea, n'est plus présenté de façon permanente au musée, mais fait toujours partie des collections du NMNM. C'est une collection qui est importante en nombre, qui est une des plus importantes des collections, puisqu'on parle de entre 400 et 500 objets. On est en train de reprendre l'inventaire, donc on aura des chiffres plus précis à la fin de ce chantier des collections. Elle est importante aussi dans l'histoire du musée, puisque c'est la collection vraiment fondatrice du musée national, puisque c'est avec cette collection de Madeleine de Galea que le musée national a ouvert ses portes en 72 ici à la Villa Sauber. Madeleine de Galea, qui a voué toute sa vie une véritable passion pour la mode, les accessoires et la mise en scène, a créé ce monde en miniature avec plus de 400 poupées et accessoires. Cette collection, c'est l'œuvre d'une grande collectionneuse, Madeleine de Galea, qui vivait à Paris, qui avait consacré un hôtel particulier dans le quartier d'Auteuil à sa collection de poupées et d'automates. On a retrouvé au cours de ce chantier des albums photos qu'elle avait elle-même constitués et qui montrent la façon dont elle avait mis en scène cette collection tout à fait unique. Dans quel état sont-elles aujourd'hui ? Elles sont dans un état, dans des états assez variés.
On peut dire qu'elles sont plutôt en bon état, c'est-à-dire qu'elles sont conservées, ce qui est déjà très important. Les textiles qui sont particulièrement sensibles ont parfois vieilli. Donc ça, on essaie vraiment de les préserver un maximum. Et puis, selon les différents états, là, on a des restauratrices qui sont spécialistes de différents supports qui interviennent sur la collection. Là, cette opération, ce chantier, il nous permet surtout de faire un état des lieux assez global, assez général sur la collection et de cibler les priorités. Donc, quand il y a des poupées qui ont besoin d'une intervention très urgente, on la réalise. Et puis pour le reste, on va phaser dans le temps, dans un temps plus long, les opérations de conservation, de restauration qui sont à effectuer. Sur le chantier à proprement parler, le temps de travail est assez limité puisqu'il s'agit seulement de les stabiliser, c'est-à-dire vraiment de permettre à la matière de plus se dégrader. Et on évalue les traitements qu'il y aura à faire dans le futur pour qu'elle soit présentable. Donc les restauratrices doivent passer de 5 à 10 minutes par poupée. La première étape, donc, c'est de se confronter à l'objet physique et de vérifier qu'il est bien là. Ensuite, c'est de faire le lien avec son numéro d'inventaire et avec la documentation et les informations qu'on a sur l'objet. Une fois qu'on a fait ce travail, ce sont les conservateurs-restaurateurs qui font le constat d'état de l'objet, c'est-à-dire qu'ils regardent s'il est dans un état stable ou s'il y a des interventions à effectuer. Une fois qu'elles ont travaillé sur l'objet va au dépoussiérage où les textiles sont micro-aspirés, les bois, tout ce qui compose, tous les matériaux qui sont composés. Ensuite, l'objet est photographié et finalement conditionné, c'est-à-dire qu'il est remis généralement dans la même boîte d'origine, mais avec des matériaux stables et on met en forme les tissus pour qu'ils restent lisibles. Là, elles ont déjà vu le restaurateur, donc s'il y a eu des petites choses à refixer pour le transport, ça a déjà été fait. Et moi, je m'occupe essentiellement de les conditionner pour qu'elles soient calées dans leur boîte, pour qu'elles puissent être transportées sans risque. Et surtout, on essaye aussi de mettre en forme les tissus pour ne pas qu'il y ait de plis ou de froissures qui se créent dans le conditionnement. Et puis, sous les conseils des restaurateurs, je les cale pour ne pas les désarticuler ou créer des tensions sur leur corps. Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent quand on ouvre la boîte, que l'on voit ces poupées ? C'est très émouvant parce qu'on s'imagine qu'elles ont été aimées par des enfants et puis par des collectionneurs qui leur ont attaché beaucoup d'importance. Puis surtout, il y en a de toutes les sortes, donc c'est une surprise à chaque fois. Les tenues haute couture prolongent le raffinement de ce monde en miniature, un imaginaire extravagant qui nous fait découvrir un patrimoine national aussi méconnu que varié et qui nous plonge au cœur du 19e siècle. Ce sont beaucoup des poupées 19e, vraiment des poupées de son époque, des poupées de mode qui représentent justement les parisiennes, les élégantes, vêtues de vraiment des robes Second Empire. Et ces poupées, elle les avait réellement mises en scène au sein notamment de dioramas dont elle avait peint elle-même certains décors. Certains retracent un peu des histoires, des contes de fées, comme les contes de Perrault. Et puis d'autres sont plus des sortes de visions un peu historiques. On retrouve des personnages comme Musset, comme Voltaire, voilà, des sortes de petites reconstitutions, des scénettes historiques qu'elle avait comme ça créées au sein de sa maison. Alors, je fais le constat d'état de chaque poupée de la collection. Nous sommes 2 restauratrices. Moi, je travaille sur la partie corps et accessoires des poupées. Donc, tous les matériaux sauf le textile. Et on a des poupées qui sont faites dans des matériaux assez variés. Certains sont en carton qui est moulé et qui est peint. D'autres sont faites en bois sculpté, comme celle-ci, et peint. On a beaucoup d'accessoires qui sont faits en métal, en papier, en verre, en porcelaine. Donc c'est des objets très composites qui du coup sont sensibles à beaucoup de facteurs d'altération. Et alors comment on restaure une poupée ? Alors ça dépend des altérations. Il y a beaucoup de peintures qui se soulèvent. Donc une des interventions les plus fréquentes, ça va être de refixer ces peintures, de les réappliquer en infiltrant un adhésif dans le bord des lacunes, donc, comme ici. Ces peintures sont déformées, donc on les réapplique et on les colle en fait à la surface en bois.
On fait vraiment des interventions uniquement d'urgence. Si plus tard une poupée doit être présentée, exposée, à ce moment-là on fera un traitement plus prononcé. Et en fait on documente ce premier examen dans un tableau commun dans lequel justement on évalue les interventions qu'il faudrait réaliser sur ces poupées avec un niveau d'urgence. Est-ce qu'il faut faire un traitement tout de suite ou bien est-ce qu'on peut attendre 1 an ou est-ce que c'est optionnel et donc est-ce que cela peut attendre plusieurs années. Une des altérations les plus fréquentes, c'est l'armature qui s'est corrodée, donc le fer en fait qui s'est corrodé et qui perce le cuir. Et ça entraîne en fait la perte du rembourrage à l'intérieur de la poupée et donc la poupée change de volume. Et là, on intervient comment ? On intervient Alors on ne peut pas stabiliser le métal, donc, parce qu'en fait il est à l'intérieur, donc il est caché. Et la seule intervention qu'on peut faire, c'est fermer les déchirures, les trous dans le cuir pour éviter que ça ne s'aggrave. Et ensuite, on intervient au niveau des réserves sur vraiment le climat. Donc le climat de la réserve est très important pour éviter que ces altérations continuent à évoluer. Là, je prends des photos, des poupées, pour avoir une base de données images qui soit un peu plus, on va dire, ordonnée. Et surtout pour avoir des images avec les numéros d'inventaire en plus sur l'image et une photo qui pourrait nous permettre, même si ça c'est pas des photos d'une qualité qui soit utilisable pour une édition, pour faire un catalogue en tout cas, pour pouvoir les repérer dans la base de données du musée. Alors, quelle est la difficulté ? Comment on réalise une bonne photo sur une poupée ? Déjà, il faut réussir à la faire tenir debout. Il y a certaines poupées qui n'arrivent pas à tenir debout. Là, l'idée c'était de les prendre pour certaines poupées avec les yeux ouverts. Parce que vous savez, quand on les couche, des fois, il y a les yeux fermés. Et là, simplement d'avoir un cube lumière suffisant pour avoir une image sans ombre et surtout bien piquée. Et si une exposition avait rassemblé les automates à la Villa Saubert en 2012, 7 ans plus tard, la question sur une autre éventuelle exposition se pose toujours. Mais pour l'instant, les poupées de Madeleine de Galéas se refont une beauté et retrouveront leur place bien au chaud, en réserve, en attendant un prochain saut entre passé et modernité. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Mercredi, un temps couvert au programme avec des températures allant de 7 à 11 degrés. Jeudi, détérioration du temps avec quelques pluies. Le thermomètre restera pratiquement identique à la veille. Vendredi, pas de grands changements avec un mercure stationnaire. Samedi, des averses s'inviteront à nouveau en principauté avec une maximale de seulement 9 degrés. Et enfin dimanche, un retour du soleil par intermittence. À noter, les températures resteront de saison. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver également toute notre actualité sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur Monaco Info.